Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans les studios du Figaro TV, des studios qui ont été refaits comme les habillages pendant l'été, mais toujours pour mieux vous informer. Alors que François Bayrou doit prendre la parole ce lundi pour parler budget, la polémique autour de la suppression de 2 jours fériés bat son plein. Les sondages montrent que l'opinion rejette massivement ces mesures. On demandera son point de vue à Antoine Fouché, auteur d'un remarquable livre sur le thème du travail qui ne paye plus. Parmi les faits marquants de cet été, la mort d'un streamer et la polémique autour des sévices filmés et infligés en direct sur la plateforme Kik. On demandera son point de vue au criminologue Xavier Hofer. On reviendra aussi ensemble sur la montée en puissance des narcos. Ça vous a peut-être échappé, mais le géopolitologue, le grand géostratège Gérard Chaliand nous a quittés la semaine dernière, c'était le 20 août dernier. Hommage et témoignage dans cette émission de l'écrivain aventurier Patrice Franceschi. Point de vue, nouvelle saison, c'est parti. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. La France a vécu au rythme de la polémique et des révélations autour de l'affaire Jean Portmanoff, un streamer retrouvé mort dans la nuit du 17 août. Les uns parlent d'un nouveau jeu du cirque, d'autres disent la barbarie est devenue un bien de consommation. Est-ce la traduction de l'ensauvagement de la société ? C'est un point entre 50 autres, tous les 50 points en question, et celui-là notamment, provenant d'une seule décision qui fut prise il y a bien longtemps sur la manière, on part du plus haut, là, après ça on redescendra un peu plus près du sujet, décidant de la façon dont l'argent public est dépensé en France. Peu de temps, c'est-à-dire fin juin, est paru dans un hebdomadaire un diagramme tout simple qui montrait comment étaient dépensés 1000 € d'argent public, selon une façon de dépenser l'argent qui n'a pas changé, si vous voulez, fondamentalement au cours des 25 ou 30 dernières années. Et on s'aperçoit que tout ce qui concerne le régalien, tout, c'est-à-dire tout ce qui concerne la défense, tout ce qui concerne la sécurité et tout ce qui concerne la justice, sur 1000 €, c'est 61 €. Le plus horrible là-dedans, car c'est naturellement la pierre de touche, la clé de voûte de la société, sur 1000 € d'argent public dépensé pour la justice, 5 €. Alors, pourquoi ça a à voir avec l'affaire en question ? C'est la question qui me venait à l'esprit, naturellement, vous écoutant. Voilà, mais j'y viens. Il n'y a naturellement pas un sou pour traiter les cas limites. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est franchement... C'est un problème de moyens. Ah oui, c'est un problème de moyens et d'affectation de personnel. Si jamais vous avez les moyens de traiter les cas limites, vous avez des tas de gens qui sont, j'utilise des termes de la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas assez fous pour qu'on les mette au fond d'un asile, mais qui vont quand même pas très bien, vous n'avez aucun moyen de les traiter. Et donc, naturellement, autour du pauvre type en question, vous avez des individus qui ont une vocation comme ça de bourreau au petit pied et qui sont lâchés dans la nature sans absolument aucun... Mais là, est-ce qu'il y avait un problème de moyens, sachant que l'État... par la voie d'abord des services de police et même l'ARCOM avait commencé à regarder ce dossier. Il s'était intéressé à ce dossier et il n'y a pas eu d'action limitante. C'est ça le problème. Mais est-ce que c'est un problème de moyens ou c'était plutôt un problème de volonté ? Mais les deux se tiennent, bien entendu. À partir du moment où on s'indigne qu'il y ait des gens qui, depuis la prison, font des gueuletons, disposent de moyens extravagants, c'est naturellement lié au fait qu'on nous avait promis 15 000 places de prison en plus, où on aurait pu mieux disséminer les gens et éviter de telles situations, et qu'on ne l'a pas fait. Donc la restriction des fonds au départ, en cascade, affecte la vie de tous les jours et empêche notamment le fait qu'on surveille et qu'on traite les cas limites potentiellement dangereux. La définition de la psychiatrie, c'est dangereux pour eux-mêmes, c'est-à-dire risque de suicide, ou dangereux pour les autres, l'affaire en question, entre autres. Entre autres, parce que je reviens sur le cas spécifique de Jean Portmanoff. On s'indigne, sans doute à juste titre, de ces vidéos en ligne. Mais
Question d'abord aux criminologues. Ne sont-elles pas la pointe émergée d'un iceberg? N'y a-t-il pas d'autres vidéos de direct en ligne aussi, voire violentes aujourd'hui? Mais bien sûr. Et puis en plus de ça, on est dans l'hypocrisie la plus totale. On dit on bloque ceci, on bloque cela. Il suffit d'avoir un dispositif qui coûte à peu près 5 € par mois et puis on contourne tout ça et on regarde ce qu'on veut. Évidemment. Sans parler du dark web. Même pas, je parle de ce qui est accessible à un gamin à partir du moment où à 10 ans ou 12 ans, il a compris qu'il y a des dispositifs qui permettent de se faire passer comme étant dans un pays différent et puis ça se passe de la manière la plus simple. Et je vous dis, il y en a même qui sont gratuits. Donc les espèces de murailles de Chine de l'Internet sont entièrement factices. Est-ce que la française y compris. La française y compris. Oui. Est-ce que c'est une tendance qui monte? Non, c'est simplement une espèce de laisser-faire généralisé. On a l'impression, pas uniquement en France, mais en Europe occidentale, et naturellement vous imaginez que des puissances regardent ça de très près, celles qui nous veulent pas trop de bien, comme la Russie ou la Chine par exemple, les pays en question sont en train de lâcher prise sur tout ce qui est le domaine du sécuritaire. C'est de moins en moins prise en compte. C'est-à-dire que plus ça va, plus on est dans le déclaratif. Alors chaque fois que, par exemple, il y a une émeute quelque part en France, là vous avez un ministre qui arrive, qui dit intolérable, inqualifiable, inadmissible, et puis il rentre chez lui, et puis ça continue comme avant, quoi. Il y a des gens qui pensent sincèrement qu'on peut régler les problèmes simplement en déclarant qu'on n'est pas d'accord avec ça, et qui pensent qu'on peut gouverner un pays simplement en ayant le contrôle sur une partie de l'information. On en est là. Mais dans la rue, les choses ne changent pas. Cela fait maintenant pratiquement un an. Sur la toile. Voilà, évidemment, bah oui, c'est la même chose. Si on veut, on peut. Et si on veut, on peut. Et je dirais qu'à 90%, tout ce qu'il est possible de le faire existe déjà dans le code pénal. Pourquoi ne l'applique-t-on pas? C'est une loi générale, Xavier Hofer, ça je comprends bien. Juste, et pour terminer d'ailleurs sur ce point, sur cette affaire spécifique des streamers, si on veut, on peut juguler le phénomène? Oui. Ah bon? Oui, formellement oui. Le code pénal est ainsi fait que si on l'applique de manière fort rigoureuse, à part le fait de respirer, tout devient quand même extrêmement difficile. Donc quand on veut, on peut. Vous allez voir, naturellement, pour ça, il faut avoir de bons rapports avec la justice et surtout avec l'espèce d'aristocratie de la justice qui sont les hauts magistrats. Ces gens-là sont des puits de science. Ils ont tout vu depuis qu'ils étaient petits juges d'instruction ou petits procs. Et ils sont détenteurs de quelque chose qui est essentiel pour une société, qui est la philosophie du droit. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a le droit de faire, pourquoi on a le droit de faire, pourquoi on n'a pas le droit de le faire, c'est la philosophie du droit. Et les hauts magistrats sont détenteurs de cette philosophie. Mais j'en reviens au point que vous abordiez à l'origine. Ça, il peut y avoir la volonté, mais apparemment, il manque des moyens. 5 € sur 1000. Pour la justice, c'est une honte. Donc peut-être la première volonté, elle est là, c'est de pouvoir augmenter les moyens de la justice. Donc c'est une affaire de volonté politique. Je vous rappelle simplement, pour que les gens aient conscience de la gravité de la situation, la France, par paquet de 100 000 habitants, a 4 fois moins de procureurs que la Pologne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? 5 € sur 1000. Peut-être pas le même héritage. Ah oui, mais c'est 50 ans de communisme en moins. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est vrai aussi de toutes sortes de pays. Je crois que le quota de magistrats par rapport à l'ensemble de la population française, et puis en plus de ça, en Pologne, du temps des communistes, c'était pas les mêmes procureurs. Maintenant, c'est des procureurs d'une justice qui, pour l'essentiel, est démocratique. Eh bien, ils en ont. Vous passez de la France à la Suisse, c'est-à-dire vous passez de Mulhouse à Bâle, et sur les deux ressorts de justice de ces deux villes, l'une en France et l'une en Suisse, vous avez 4 fois moins de magistrats en France que ce qu'il y a en Suisse. Où pensez-vous que les malfaiteurs viennent dans ces conditions-là? Et voilà. Dans l'actualité, alors justement, on va en parler sous un autre, à travers un autre dossier, Xavier Hofer. Le Figaro consacrait sa une la semaine dernière à la montée en puissance du narcotrafic. Apparemment, les narcos n'ont pas pris de vacances. Non.
Non, et ça tient à un phénomène essentiel, parce qu'il y a une origine à tout ça. Vous savez, nous les criminologues, qu'est-ce qu'on fait? 8 fois sur 10, notre boulot, ça consiste à faire des diagnostics. Tous les métiers en log, hein, criminologue, archéologue, on fait des diagnostics, on dit voilà ce qu'on a trouvé, et voilà pourquoi on l'a trouvé, et qu'est-ce que ça signifie. Donc le point qui est à l'origine, à l'heure actuelle de tout, c'est la reine des drogues pour ce début du XXIe siècle, c'est la cocaïne. Tous les bandits au monde adorent le trafic de stupéfiants. Une drogue les rend fous, c'est la cocaïne. Pourquoi? Parce que si vous avez un peu de chance, si vous êtes bien organisé, vous êtes un caïd, vous organisez 4 voyages et 4 transports de drogue entre le cône nord de l'Amérique latine et la France, et vous êtes milliardaire. Aucune espèce de façon de s'enrichir au monde n'est plus foudroyante que celle du trafic de cocaïne. Premièrement. Deuxièmement, échec américain incommensurable, parce que c'était eux qui étaient chargés de ça, qui s'étaient déclarés chargés de ça, décrétés chargés de ça, dans le cône nord de l'Amérique latine, entre 2012 et 2022. Les statistiques de l'ONU sont assez longues à venir, hein. Il faut accumuler des données, les vérifier, sur 180 pays dans le monde, mais là, sur la cocaïne et l'Amérique latine, entre 2012 et 2022, la production de cocaïne a augmenté de 430%. On est passé de 980 tonnes à 2700 tonnes. Alors, ils la vendent. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la France? C'est qu'il y a une inondation d'une drogue qui est toujours moins chère. Songez que quand M. Darmanin devient ministre de l'Intérieur, 1 gramme de cocaïne coûte 60 €. Là, j'ai parlé la semaine dernière avec des policiers en civil qui, vous savez, se déguisent en drogués et puis qui vont traîner du côté de la gare du Nord. On touche maintenant, dans certains coins à Paris, la cocaïne, le gramme à 30 € le gramme. Et cette drogue-là, elle est toujours plus pure. C'est-à-dire que là aussi, il y a 4 ans... Toujours moins cher, toujours plus pure. Oui, oui. Et voilà, donc il y a 4 ans, elle était pure à 59%, c'est-à-dire qu'il y avait 40% de produits de coupage à la louche, et maintenant elle est pure de 80 à 90%. Ils prennent même plus la peine de la couper, telle qu'ils la reçoivent, telle qu'ils la vendent. Diriez-vous, comme Jérôme Fourquet, que du coup les narcos accroissent aujourd'hui leur emprise? Ils s'enrichissent. Alors s'enrichir, ça ne veut rien dire. Là aussi, je vais donner un chiffre. Oui, surtout si les prix baissent. Voilà, donc évidemment, ils en vendent de plus en plus. Je vais vous donner un chiffre. Vous importez une tonne... Ils en vendent de plus en plus. Ça veut dire que les consommateurs en achètent de plus en plus, ou bien y a-t-il plus en plus de consommateurs? Un peu les deux, bien sûr. Parce que ceux qui en achetaient déjà en achètent plus parce qu'elle est moins chère, et ceux qui auparavant n'en achetaient pas commencent à en acheter parce que 30 € un gramme de cocaïne, c'est donné, quoi. Il y a encore 20 ans, c'était 120 € le gramme. Alors, la monnaie fluctue, etc. Mais ça veut dire qu'en gros, elle est 4 fois moins chère qu'il y a 20 ans, 4 ou 5 fois moins chère qu'il y a 20 ans. Et donc, le chiffre que je voulais vous donner est le suivant. Vous êtes un caïd. Vous récupérez 1 tonne de cocaïne à Marseille. Vous la payez naturellement au prix de gros. Vous la vendez. Eh bien, une fois que vous avez fini de la vendre, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, vous défalquez de ça ce que vous coûte votre gang, ce que vous coûte la corruption des gens qu'il faut corrompre en pareil cas, et toutes les dépenses que vous avez à faire, et vous héritez comme profit de 22 à 25 millions d'euros, 1 tonne de cocaïne. Alors avec ça, naturellement, vous avez une capacité corruptrice très importante et vous pouvez infiltrer cet argent sale dans l'économie légale. C'est ça qui se passe. On a vu comment cette emprise des narcos, comment elle se traduit. En tous les cas, un certain nombre de faits qui se sont produits au cours des dernières semaines ont marqué les esprits. Je pense notamment au courrier à Bagnols-sur-Cèze d'un groupe criminel s'excusant des dommages causés et proposant ses services aux habitants des quartiers concernés. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire et comme analyse? Alors, un des principes de base de la criminologie, c'est enfantin. Un enfant de 4 ans, là aussi, peut le comprendre aisément. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Quand on ne les arrête pas, eh bien, ils continuent. Après tout, les méfaits qu'ils commettent, c'est la seule façon, les méfaits qu'ils commettent, c'est la seule façon qu'ils ont de
gagner leur vie. Jean-Marc Leclerc signalait, avec un brin de facétie dans son dossier paru dans le Figaro la semaine dernière, que les lettres ne comportent aucune faute d'orthographe. Bah, évidemment, je veux dire, à partir du moment où vous commencez à avoir de l'argent, vous avez des conseillers, vous avez des avocats ripoux, vous avez, hélas même, c'est rare, mais ça existe, des magistrats ripoux. Vous avez toutes sortes de conseillers autour de vous. Ces gens-là, non seulement vous disent « arrête-toi, là, ils sont vraiment fâchés, il faut t'écraser pendant une semaine ou deux », et ce que la mafia, la vraie, en Sicile, ces gens-là, en France, c'est pas des mafieux, c'est des petits voyous, mais des voyous avec des milliards, ça peut quand même faire des dégâts. Et donc, les mafieux de Sicile ont un très joli proverbe qui dit, vous savez, les joncs au bord des étangs, ils disent « courbe-toi, jonc, la crue passe ». Alors, le jonc se courbe, et puis dès que la crue est finie, hop, il se redresse. Donc, c'est ça qu'ils font. Et là-dedans, bien entendu, il y a des gens qui sont capables de leur corriger leurs fautes d'orthographe, évidemment, ou d'écrire les lettres à leur place. C'est pas simplement ChatGPT, c'est non. Est-ce que, on voit également, on l'a vu, les piscines gonflables à Cavaillon, le feu d'artifice célébrant les beaux chiffres d'affaires, entre guillemets, bien évidemment, à Marseille. Est-ce qu'on est en train de franchir un nouveau seuil ? Oui, je vous dis l'impression que dans l'Union européenne, beaucoup d'États de l'Union européenne sont en train de perdre pied en matière de trafic. Qu'est-ce que ça veut dire perdre pied? Est-ce qu'on va arriver à une situation sud-américaine? Par exemple, on dit que la Belgique est un narco-État, ce qui paraît quand même assez extravagant. Est-ce que la Belgique est en train de devenir la Colombie des années 80-90? Je vais y venir, mais je vais vous raconter encore une beaucoup plus horriblement drôle en ce qui concerne le laxisme. Il y avait un garçon qui avait été mis en prison parce qu'il avait fait des braquages. Et les derniers braquages qu'il avait faits, il les avait faits avec un pistolet factice, mais qui ressemblait vraiment à un vrai. Alors, c'était au greffe, et quand il est sorti, on lui a rendu son pistolet factice. Je vous jure. Voilà. Donc, alors ça, c'est bon, c'est pour montrer que des fois, on marche un peu sur la tête. Mais non, il n'y a aucun risque de cette... Il n'y a pas de risque qu'il y ait une latinisation? Je suis pas. Le risque existe si, à un moment ou à un autre, l'appareil d'État français n'y met pas bon ordre. Si l'appareil d'État y met bon ordre, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de hauts dirigeants de la gendarmerie nationale, car c'est elle qui est concernée. On entend des farfelus disent il faut envoyer l'armée, etc. C'est pas du tout ça. L'armée est faite pour tuer les gens, elle n'est pas faite pour rétablir l'ordre. Le rétablissement de l'ordre sur le territoire national, si ça va mal, c'est la gendarmerie nationale qui a les moyens humains, une force militaire, 120 000 hommes. Et j'ai eu affaire à des gens de haut niveau que je connais. J'ai été prof à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Donc ils m'ont dit les yeux dans les yeux, on en reçoit l'ordre, on remet l'ordre en 6 mois, quoi. Voilà. Donc c'est un problème d'ordre. C'est un problème. Dernière question, justement, Xavier Hofer, est-ce que le tandem Retailleau-Darmanin prend les mesures adéquates de votre point de vue? Alors, je vais séparer les deux cas. Monsieur Retailleau est sincère. Mon sentiment est qu'il n'a pas pris la mesure de l'extraordinaire complexité de la machine qu'est le ministère de l'Intérieur, qui est en réalité 3 ministères en un. C'est le ministère de la Sécurité, c'est le ministère du maillage territorial et c'est le ministère des cultes. Donc c'est épouvantablement complexe. En plus de ça, quand vous avez 4 ou 5 ans devant vous, ou plusieurs années devant vous, comme un Jox ou un Pasqua ou des gens de cette stature-là, vous prenez l'attelage en main et puis vous le dirigez. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de mesures qui devraient être prises qui ne vont pas jusqu'au terrain, qui ne vont pas jusqu'au sol. Et deuxièmement, M. Darmanin... disons qu'il a, avec la vérité des choses, des rapports plus distants que M. Retailleau. Donc, des fois, il faut faire attention à ce qu'il nous dit et à la façon dont il faut l'interpréter. Et tout ce qui est Vendin-le-Vieil, les prisons pour les narcos, ça ne vous paraît pas des mesures adéquates? Ça me paraît être une piqûre d'épingle au milieu de ce qui est un contentieux de masse. Les affaires criminelles en France, la justice appelle ça des contentieux de masse. C'est-à-dire que, par exemple, dans les vrais chiffres du ministère de l'Intérieur, bien interprétés, les cambriolages, pas uniquement les logements, mais tous les cambriolages, les boutiques, les magasins, les mairies, etc., il y en a à peu près
avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, le chiffre noir, mais qu'on arrive à déterminer 1 par minute. Voilà. Et donc, de temps en temps, on prend une affaire, alors on picore quelque chose, et puis on fait une espèce de scandale. Dans les mêmes prisons, c'est pas une bonne mesure? C'est une bonne mesure, mais alors... Pas suffisante? Si vous puis-je faire preuve de mauvais esprit une seconde? Oui, mais rapidement. Voilà. Donc, des journaux, notamment Le Monde, nous disent que les étrangers et la criminalité, il n'y a aucun rapport. Je demande à connaître les 100 prénoms de ceux qui seront mis avant Dalvia. Vous allez voir combien il y a de Gaulois dans l'affaire. Merci beaucoup, Xavier Roffer. Effectivement, vous faites du mauvais esprit, je le vois. Merci d'être venu sur le plateau du Figaro TV, et on continuera, bien évidemment, on continuera à suivre ces affaires, ces développements. Je crois que ce ne soit pas fini. Mais dans l'actualité, la prise de parole ce lundi de François Bayrou, intervention à retrouver bien évidemment sur lefigaro.fr. Au cœur du propos, le budget et les 44 milliards d'euros d'économies, et aussi une polémique autour de ces mesures avancées par le Premier ministre le 15 juillet dernier. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Alors, avant d'entendre le point de vue d'Antoine Fouché, voici d'abord celui de l'économiste Bertrand Martineau, qui était venu à notre antenne, et on revient juste après avec Antoine Fouché. Il n'y a pas de perte générale de pouvoir d'achat dans ce pays. C'est-à-dire que les salaires à tous les niveaux, à peu près sur les 20 dernières années, progressent un peu plus vite que les prix. Simplement, ils progressent beaucoup moins vite que dans les années 90 et 80. Et donc, il y a un sentiment que finalement, le travail ne paie plus suffisamment. Alors, il ne paie plus suffisamment pour faire face aux charges fixes qui ont beaucoup augmenté, hein, les loyers, l'électricité, l'énergie, la voiture, l'essence, etc. Et aussi pour s'acheter un appartement, par exemple, hein, puisqu'il faut beaucoup plus d'années maintenant pour un salarié moyen pour s'acheter un appartement qu'il y a 20 ou 30 ans. Et donc c'est un sentiment de déclassement du salarié moyen, en fait. Et c'est vraiment un problème. Alors, il a ce sentiment, donc ce ralentissement historique des salaires à 2 origines. Il y a le ralentissement de la productivité. Malgré justement toutes les promesses merveilleuses de la technologie, en fait, les gains de productivité ne sont pas dans les chiffres. Hein. Alors, ça sera peut-être le cas dans quelques années, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les productivités ralenties. Et puis, par ailleurs, on travaille moins aussi, c'est-à-dire au cours de l'année. Et donc, et puis troisièmement, évidemment, le travail est surtaxé en France et travailler davantage, en fait, n'est pas véritablement rentable. Bonjour Antoine Fouché. Bonjour. On travaille moins, dit Bertrand Martineau, n'est-ce pas là un vrai problème? Et oui et non, sans vouloir faire le Normand cette rentrée, mais c'est un problème parce qu'on est arrivé sur la vie, hein, pas sur l'année, hein, mais sur la vie à un temps de travail qui est le plus faible de toute l'Europe. C'est-à-dire que les Français sont ceux qui travaillent le moins sur la vie, pas sur l'année, on y reviendra peut-être après. Oui. Non, quitte à être un peu provocateur, parce que la tendance à la diminution du temps de travail, c'est général. C'est-à-dire que ce n'est pas que les Français. Tous les Européens travaillent moins que dans les années 70, 90 et les années 2000. Oui, mais et surtout, si je peux parler juste, vraiment ce qu'il faut avoir en tête sur le temps de travail, et parce qu'il y a des préjugés très tenaces là-dessus qui demeurent, c'est que depuis 25 ans, le temps de travail dans l'année ne diminue plus. Et c'est la première fois depuis 1945 que d'une génération à l'autre, ça ne diminue pas. C'est-à-dire, depuis 1945, chaque génération a travaillé moins que la précédente. Sauf celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, c'est la première qui travaille autant que ses parents. Les parents qui sont aujourd'hui à la retraite ont travaillé moins que leurs parents,
qui ont travaillé eux-mêmes moins que leurs propres parents. Oui, sauf qu'ils d'aujourd'hui ont commencé à 39 heures ou à 40 heures et ils ont fini à 35 heures. Oui, c'est pour ça que je là, dis... on est à 35 heures, 35 heures. Oui, mais ça fait 25 ans qu'on est à 35 heures, c'est-à-dire quasiment une génération. Donc les gens qui partent à la retraite aujourd'hui, ils ont fait la majorité de leur carrière à 35 heures. Donc c'est pour ça que cet argument des 39-35 heures, il est, il est très efficace politiquement et symboliquement parce que il y a eu des nombreuses polémiques qui ne sont pas complètement finies d'ailleurs sur les 35 heures, mais on oublie encore une fois de prendre du recul historique. Et quand on prend du recul historique, on voit que les 35 heures, ce n'est pas du tout une rupture dans l'histoire de France, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'on a travaillé, les 35 heures sont une nouvelle diminution du temps de travail, comme il y en a eu dans les années 90, dans les années 70 et dans les années 50. Dans les années 50, on travaillait 2200 heures par an en France. Dans les années 70, c'était 2000 heures. Dans les années 90, 1800 heures. Et avec les 35 heures, 1600 heures. Mais on voit bien qu'à chaque génération, même un peu plus rapidement que chaque génération, tous les 20 ans, en gros, le temps de travail a diminué d'à peu près 200 heures par an. La spécificité des 35 heures, c'est que ça s'est fait un peu trop tôt par rapport au cycle précédent et que ça s'est fait par la loi, de façon politique, volontariste, visible. Brutal, et donc, on en a fait complètement une polémique. Mais, encore une fois, c'est de la continuité, c'est-à-dire que c'est une diminution du temps de travail, comme les parents en ont eu une, comme les grands-parents et les arrière-grands-parents en ont eu une. Bon. Il y a une objection à ce que vous dites. Ouais. Je regarde les commentaires de certains internautes du Figaro, parce qu'on pose la question sur le site du Figaro sur cette suppression des 2 jours fériés, et les lecteurs sont partagés, beaucoup plus partagés que ne l'est l'opinion, qui est, elle, massivement contre, comme vient de le montrer un sondage Odoxa pour nos confrères du Parisien. Néanmoins, ceux qui sont favorables à cette suppression, une objection est la suivante, ils disent... où je vous pose la question différemment, est-ce que c'est si scandaleux de demander de travailler 2 jours de plus alors que la France travaille en moyenne 20 jours de moins que les autres pays européens? Alors, qu'elle travaille 20 jours de moins en moyenne que les autres pays européens, c'est faux. C'est juste faux. Il faut, donc, pardon de le dire comme ça de façon un peu brutale. Mais là où les Français en moyenne qui travaillent, ceux qui travaillent, en moyenne, ne travaillent pas moins que les autres Européens. On est à peu près dans la moyenne européenne. La moyenne basse. La moyenne basse, mais... Les Européens sont plus à 36-37 heures. Non, mais oui, mais parce que quand on prend ces chiffres-là, on ne raisonne que sur les travailleurs à plein temps. Et que du secteur privé. Mais il y a 28 millions de gens qui bossent en France. Et les salariés à plein temps qui sont à 35 heures légalement, parce qu'en réalité, même ceux qui sont à 35 heures travaillent en fait 39. En moyenne. Il y a 4 heures supplémentaires par semaine en moyenne en France. Ceux-là, ils ne représentent que 16 millions sur 28. Donc il faut prendre les salariés à temps partiel. Et les salariés à temps partiel en France, il y en a moins que dans les autres pays. Et ceux qui sont à temps partiel ont un temps partiel plus long. Et les indépendants, il y en a 3 millions. Et les indépendants français, chefs d'entreprise, libéraux, commerçants, artisans, etc., font partie des indépendants qui travaillent le plus en Europe. Et donc, quand vous prenez tout ça... Ils disent toujours, se vantent même de ne pas faire 35 heures par... Ah ben c'est sûr qu'ils ne les font pas. Ils travaillent plus de 2200 heures en moyenne par an, donc ça veut dire qu'ils sont près de 50 heures par semaine, ceux-là. Mais la France, ce n'est pas que les salariés à temps plein du secteur privé. C'est tous ces gens qui travaillent. Les salariés à temps partiel, les fonctionnaires, qui travaillent à peu près de la même manière que les autres fonctionnaires en Europe, et les indépendants. Et quand on prend tout ça, en moyenne, on travaille plus que les Allemands. Plus que les Allemands. Ce sont des chiffres, vous allez sur Google, vous avez temps de travail moyen en France, vous tombez sur une étude de Rexecode qui est disponible, qui est financée par un institut patronal, et qui sont disponibles sur les chiffres de 2024, 2023, etc. Ce que je dis est vérifiable par chacun. Donc, en moyenne, quand on prend tous les gens qui bossent, on travaille plus que les Allemands. Ceux qui travaillent moins en France, ce sont les salariés du secteur privé à temps plein. Voilà. Mais on ne peut pas raisonner que sur à peu près un salarié sur 2 ou un travailleur sur 2. On est obligé de prendre la totalité des gens qui travaillent. Et c'est là où le plan Bayrou manque la cible, et les jours fériés sont une fausse réponse à une bonne question. Je vais poser quelques questions justement pour qu'on y voit un petit peu plus clair par rapport à ça. Il y a quand même une question. Bon, j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, raisonnons compte public. Est-ce qu'il faut, même si c'est impopulaire,
même si il y a un certain nombre d'objections comme celle que vous voulez soulever. Si on raisonne purement en termes de compte public, 4 milliards d'euros escomptés par cette mesure, est-ce qu'il faut supprimer, ne serait-ce que pour remettre les comptes d'équerre? Mais on ne sait pas du tout le bon ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on va dépenser 1722 milliards d'euros l'année prochaine. C'est le budget qui a été présenté au mois de juillet. On va emprunter sur les marchés financiers cette année 350 milliards. On a un déficit qui est autour de 200 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, il en reste 196 à aller chercher. Donc, ce n'est pas du tout le bon ordre de grandeur en termes d'efforts qu'il faut faire pour la nation. Il faut commencer par certaines mesures. Ça, c'est vrai. Et alors, c'est là où c'est l'objection en fait qui est rendue en disant il faut que chacun fasse un petit peu les efforts. Et c'est là où on est obligé, là aussi, de prendre un peu de recul historique. Et vous aviez passé un extrait très éclairant de Bertrand Martineau en introduction de l'émission. Le problème de la mesure des jours fériés, c'est que c'est doublement à côté de la cible. C'est à côté de la cible parce que le problème en France du travail, ce ne sont pas les gens qui travaillent, qui encore une fois travaillent à peu près autant que les autres personnes qui travaillent. C'est pas, pour le dire autrement, c'est pas le temps de travail pendant l'année, c'est le temps de travail pendant la vie. Parce que là, oui, on travaille 3 ans de moins. Donc ça veut dire que ceux qui avaient prévu de s'arrêter à 60, il faut qu'ils aillent à 63, 66. Et vous et moi, en tout cas moi, où il y a une suppression d'âge de la décote à 67, aller jusqu'à 70. Voilà. C'est ça la vérité. Et ça, vraiment, ça permettrait de rattraper le retard français. Mais les jours fériés, c'est pas le sujet, parce que le sujet, c'est pas le temps de travail pendant l'année. Et la deuxième objection qu'on peut faire en disant, mais c'est une fausse réponse à une bonne question qui est le déficit de travail, c'est que si les gens travaillent moins historiquement dans notre pays, c'est aussi parce qu'on a une autre spécificité, qui est que, comme Bertrand Martineau l'avait rappelé, c'est que le travail ne paye plus au sens où il ne permet plus à la majorité des gens d'améliorer leur niveau de vie. Et donc, au lieu de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire de dire, OK, on a bien identifié que les gens qui bossent aujourd'hui, c'est la première génération qui n'améliore plus son niveau de vie en travaillant. Donc, certes, tout le monde va devoir travailler davantage. OK, mais pour que ça ait du sens, on rémunère mieux le travail. Et à ce moment-là, une fois qu'on a mieux libéré le travail, par exemple en allégeant les charges sur les travailleurs, les charges salariales ou la CSG, on peut demander un effort aux gens. Là, le gouvernement fait exactement l'inverse, en marchant totalement sur la tête. Et à mon avis, Antoine Fouché, en supprime la CSG quand même, avec les 2 jours fériés. On est d'accord. On supprime la CSG. Est-ce que sur les travailleurs, est-ce que pour autant ça permet d'augmenter les revenus de l'État? Si vous supprimez la CSG... Ça supprime d'ailleurs des revenus directs, parce que la CSG, c'est fait pour financer les... Oui, alors il faut les compenser par d'autres. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, si vous... après, c'est un choix de société. C'est-à-dire que, là, encore une fois, c'est plus large. C'est que l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons moins, c'est que nous taxons beaucoup plus que les autres le travail. Donc, si on est cohérent, il faut taxer moins le travail pour que les gens acceptent de travailler davantage. Si on fait ça, il y a deux solutions ensuite, si on taxe moins le travail. C'est soit on baisse nos dépenses, et à ce moment-là, il faut taper dans les dépenses sociales, baisser les retraites, pas les geler, les baisser, parce que les dépenses de retraite, c'est la moitié des dépenses sociales, et les dépenses sociales, c'est plus de la moitié des dépenses publiques. Et en fait, ce sont les seules dépenses qui augmentent depuis 40 ans. Les dépenses de justice, les dépenses de sécurité, les dépenses d'éducation, en pourcentage du PIB, n'augmentent pas. Depuis 40 ans, il n'y a que les dépenses sociales qui augmentent. Donc, c'est celle-là, en fait, qu'il faut baisser. Et il y a une alternative si on dit non, on garde un modèle social très protecteur, donc des retraites très élevées par rapport aux cotisations qui ont été acquittées, et des bons remboursements d'assurance maladie, mais on tend vers un modèle de travail plus rémunérateur, donc un travail qui paye et une protection sociale qui protège, mais à ce moment-là, il faut financer notre modèle social autrement, il faut aller solliciter moins les travailleurs et un peu plus les rentiers, les retraités les plus aisés et les héritiers les plus chanceux. Mais ça, c'est un débat de fond. Et eux-mêmes sont quand même assez lourdement taxés aujourd'hui. Ça dépend. Par exemple, l'héritage, il y a les taux apparents qui sont délirants, où à partir d'1,8 million, on vous prend 45%. Ça, c'est les taux apparents. Les taux réels,
rapport de l'Assemblée nationale disponible en ligne décembre 2022 sur la taxation du capital, taux réel de la taxation de l'héritage en France, 6%. Taux réel de taxation du travail en France, 46%. Donc, on ne travaille pas assez, mais on taxe le travail 8 fois plus que l'héritage. À un moment donné, chacun d'entre nous, ou les 68 millions de Français, ou les 49 millions de Français de plus de 18 ans, s'adaptent. Ils s'adaptent à la fiscalité. Le travail qui ne paye plus, qui, au sens précis, qui permet de plus d'améliorer son niveau de vie, et le fait que la quantité de travail en France soit insuffisante, c'est un choix français. C'est résulte de nos choix collectifs fiscaux et sociaux au détriment du travail. Et donc là où on peut aussi se dire que le plan Bayrou ne marchera pas, c'est qu'il ne s'attaque pas à ce qu'a dit Édouard Philippe très justement dès le mois de juillet, hein, il ne s'attaque à aucune cause structurelle de notre situation. C'est des ajustements qui s'accumulent, mais il ne traite pas le sujet ni sur le diagnostic ni sur les solutions. On en parlait lors de votre précédente venue. Réduire les allocations chômage ou leur durée ne conduirait-il pas quand même à soulager les finances publiques et à relancer le travail ? Alors sur la deuxième question, oui. Sur la première, non. Parce que là aussi, il faut avoir les ordres de grandeur. C'est réduire la durée plutôt que réduire les montants. C'est-à-dire, même si vous faites une réforme difficile de l'assurance chômage, vous n'allez pas combler le déficit public. Les dépenses d'assurance chômage par an, c'est 35 milliards. Nos dépenses publiques, c'est 1700 milliards. Non. Donc vous voyez, c'est 2% les dépenses publiques. Est-ce que ça permettrait de pouvoir relancer le travail et de régler la question des tensions, notamment sur les métiers en tension ? De les régler, non, parce que c'est d'abord pour une question démographique, les tensions sur le marché du travail, mais ça permettrait d'inciter plus quelques centaines de milliers de personnes au travail. Mais c'est ça l'ordre de grandeur. Le taux de chômage en France, il est autour de 7,5% depuis 3 ans, là, maintenant. Est-ce qu'il faut craindre une remontée, d'ailleurs ? Non, pour les raisons démographiques. C'est-à-dire ça, on n'a pas complètement ça en tête encore en France. On n'a pas complètement pris conscience de ça parce que c'est la première fois depuis 1945. Donc, en fait, c'est un autre monde. La population active en France n'augmente plus et n'augmentera plus. La démographie, c'est prévisible. On ne peut pas faire des enfants qui auront 20 ans l'année prochaine. Et il n'y a pas de majorité en France pour doubler ou tripler le nombre d'immigrés chaque année. Donc, on sait à peu près combien il y aura de personnes en âge de bosser dans les années qui viennent. Et on sait que ça ne va pas bouger. Et on sait que c'est la première fois depuis 1945 que ça ne va pas bouger. Donc, c'est pour ça que les tensions de recrutement des boîtes, dans tous les secteurs, tous les territoires et toutes les tailles d'entreprise, elles vont continuer d'augmenter. Si on va au plein emploi, on est à 7,5, si on va à 5, ça fait à peu près 500 000 personnes de plus disponibles sur le marché du travail. C'est bien. Donc pour répondre à votre question, oui, une réforme un peu dure, l'assurance chômage, ça pourrait inciter quelques centaines de milliers de personnes à bosser, à reprendre plus rapidement un emploi. Mais encore une fois, ça ferait quelques milliards d'euros d'économie. C'est toujours bon à prendre, mais on a plusieurs centaines de milliards à trouver en fait. Effectivement. Merci beaucoup Antoine Fouché. Je rappelle le titre de votre livre et qu'il faut absolument lire. Il est absolument passionnant comme effectivement vos interventions. Sortir du travail qui ne paye plus. Voilà. C'est aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Antoine Fouché. Vincent. À l'heure où Israël et le gouvernement Netanyahou lancent une offensive pour la reprise totale du territoire de Gaza, je vous propose d'écouter une analyse. C'est celle de Gérard Chalian. Il nous a quittés la semaine dernière et il était venu, il y a 1 an et demi, nous donner son point de vue à l'heure où, à l'époque, l'armée israélienne lançait son offensive terrestre sur le territoire palestinien. Pour les Israéliens, ça peut être un piège. C'est-à-dire que s'engager dans une offensive terrestre, ça veut dire finir par y aller à pied. Au corps à corps. Quand on veut faire un nettoyage, par exemple, de ville, effectivement, ça ne peut pas se pratiquer uniquement par bombardement. Ou alors, bon, vous tuez tout le monde. Donc, dès que vous êtes dans le corps à corps, en quelque sorte, vous risquez de perdre du monde. Et ça, il y a une inégalité entre les Palestiniens, qui sont prêts à payer un prix très élevé du point de vue humain, et les Israéliens, qui, au contraire, doivent forcément marcher à l'économie. Pourquoi ils doivent marcher à l'économie ? Parce que pour eux, perdre beaucoup de monde, c'est très grave. C'est un peu comme aujourd'hui, par exemple, lorsque les Américains sont quelque part, ils veulent éviter au maximum de perdre des gens. Au Vietnam, ils avaient perdu 58 000 hommes. C'est après ça qu'ils ont dit on va essayer la guerre zéro mort. C'est-à-dire qu'on va se positionner comme des gens qui bombardent. On va aller le moins possible à pied.
Et effectivement, en 20 ans d'Afghanistan, ils ont perdu 2500 hommes en 20 ans. En 10 ans, en Irak, 4005. C'est très peu. Nous, par exemple, on a perdu près de 30 000 hommes en Algérie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les Occidentaux, d'une façon générale, ou alors pour parler autrement, les Blancs, travaillent à l'économie parce qu'ils sont peu nombreux. Bonjour Patrice Franceschi. C'était une analyse limpide qu'avait offert sur ce plateau Gérard Chaliand, qui s'est éteint donc mercredi dernier. La force de ces analyses, c'est qu'elles étaient nourries par une expérience, c'était celle du terrain. J'irais même un peu plus loin. Pour mon camarade Gérard, elle était nourrie d'une expérience de terrain, ce que tous les intellectuels ne font pas, mais aussi d'une volonté de penser par soi-même de manière totalement libre, en n'appartenant à aucune institution. Donc en réalité, ce sont ces deux choses qui faisaient non seulement qu'il était exceptionnel par rapport aux autres penseurs militaires ou géostratèges, parce qu'il était haut, mais peut-être davantage, il était différent. Et en quoi il était différent? Autre. Par le simple fait que toute sa vie, il n'a songé qu'à une seule chose, c'est être libre, à vivre libre et penser librement. Ça, c'est un objectif que tous les hommes ne se donnent pas dans leur existence. Par exemple, il n'a jamais été salarié. Il refusait d'être dans toute institution. Non seulement pour vivre librement, ce qui me permettait de lui dire « viens, on part », et on y va, sans demander quelque autorisation que ce soit, mais en plus de porter cette liberté d'action et de vie à la pensée. Donc de transformer toute son expérience en conscience sans dépendre de qui que ce soit d'autre. Il était, au sens propre du terme, autonome, qui, dans l'origine grecque, veut bien dire autonomie, étant celui qui se donne à lui-même sa propre loi. Exactement. Voilà. Et ça, dans les penseurs militaires, il y en a très peu. Il a traversé le monde comme personne. C'est ce que vous avez écrit sur le bandeau de ses mémoires. C'est d'ailleurs à travers le monde que vous l'avez croisé. Depuis la guerre d'Afghanistan. Il y a 1979, 1989. Dans les années 80. Au début, je l'ai croisé, comme lui, il était ce qu'il disait, un observateur militant. On se croisait. Et puis après, on s'est découvert. Puis un jour, je l'ai emmené chez moi, dans mon village corse, dans les années 90. Et là, on est devenus vraiment amis parce qu'on partageait la même vision du monde, la même volonté de liberté, qui n'a pas de prix, tout jeter dans la balance pour ça, et de penser par soi-même. Et ça, c'est une chose fondamentale. Et pour finir, avec la volonté que nous partageons, nous avons fait des livres ensemble, qui était de laisser quelque chose derrière soi de manière littéraire. Quelle est la même vision du monde que vous partagiez? Alors, la sienne, quand il le disait simplement, dans les milliers et les milliers d'heures de discussions et d'amitié qu'on a eues, et souvent tête-à-tête dans son petit studio, car c'était très important, c'est ça l'amitié, il disait « tout est rapport de force ». Et la mutation des sensibilités en Occident, de la sensibilité à la sensiblerie, comme il le rappelait tout à l'heure pour Gaza, dans le refus de pertes humaines, etc., c'était quelque chose qui fait que l'Occident n'est plus ce qu'il a été. Et que d'autres, ailleurs, sont ce que nous avons été. Et c'est ce différentiel qui posera des tas de problèmes aux Occidentaux. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a justement un extrait où il met en cause la déploration. C'est un extrait contenu dans un documentaire tourné par Alice Ekman qu'on peut retrouver sur YouTube. On l'écoute. Je ne suis pas du tout dans la victimologie. Comment dire, cette déploration de « je suis plus victime que toi », mais totalement étrangère. Pour moi, quelle que soit la situation, on se bat, on fait face, et s'il faut payer le prix, eh bien on paye le prix. Voilà. C'est ça que j'essaye de véhiculer, dire voilà, moi c'est ça qui me constitue. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Chaliand avait commencé à gauche, et finalement, il se retrouve en rupture avec ce discours-là, avec toute une partie, en tous les cas, de l'intelligentsia de gauche, et même y compris sur les questions internationales, et où la victimologie a pris le pas. Dans une époque, comme on le disait ensemble, post-héroïque, où le héros d'aujourd'hui, c'est la victime d'hier, et où le bourreau se transforme souvent en victime, ou l'inverse, la victime devient bourreau, il avait tout compris. En réalité.
D'abord parce qu'il avait énormément lu, énormément étudié par lui-même, sans avoir besoin de fréquenter les facultés, et qu'ensuite il avait confronté tout cela sur le terrain. C'est ce qu'il appelait le savoir de la peau, qui était un titre de ses mémoires, comme la pointe du couteau. Et par conséquent, ça le rendait en décalage complet avec les seuls intellectuels, victimes de leurs idéologies, de leurs utopies. Il les avait vus sur le terrain, ce que ça donnait. Donc il voyait bien que le monde, c'est le rapport de force, que rien n'a changé là-dessus et que notre victimologie d'aujourd'hui allait nous coûter très cher dans l'avenir par rapport à des gens, on peut parler de Daesh quand on était ensemble en Syrie, etc., ou d'autres, qui eux ne font pas de la victimologie. Voilà. Ce qui est important avec lui, c'est qu'il y avait aussi cette volonté de transmettre. C'était un formidable conteur, un formidable ami. Vous savez ce qu'il disait de l'amitié? Il y a peut-être 20 ans de ça, un jour, mais c'est quoi l'amitié? Il dit, se fait finalement l'amitié. D'abord, si on compte un nombre d'amis autant qu'on a de doigts sur les mains, on est vraiment un homme très riche, mais on peut connaître des milliers de gens. Et l'ami, c'est celui que tu appelles à 3 h du matin en disant, j'ai 5 ou 6 mecs en bas qui m'attendent pour me faire du mal, arrive. Et l'ami, il ne pose pas de questions, il arrive. Le mauvais ami, il commence à demander quoi, comment ça se passe. C'était très viril. Et sa poésie est aussi une poésie très importante. Et qui est une poésie, oui, virile. Patrice Franceschi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Je vais vous faire écouter un autre extrait. Finalement, dans ce discours justement sur la virilité, sur le rapport de force, cette dénonciation de la victimologie, et puis certains thèmes, certaines causes auxquelles s'est intéressé Gérard Chaliand. On écoute notamment un pays qui revient beaucoup ces dernières années, ces dernières semaines. Mon garçon, on jouait quand il était petit, on marche, il a 6-7 ans. Moi je dis, et nous qu'est-ce qu'on est? Et lui il faut qu'il réponde, tenace. J'ai joué à ça pendant plusieurs années, puis un jour quand il a eu 11 ans, j'ai dit, et nous qu'est-ce qu'on est? Il m'a dit, ça suffit papa. Bon, je me suis dit, c'est terminé. On passe du côté de la puberté, il n'y a plus qu'à attendre. 6 ans plus tard, il avait 17 ans. Un jour, il vient me voir, il me dit tu te rappelles de cette histoire de tenace, papa? Je lui dis comment j'aurais pu l'oublier. Il m'a dit écoute, tu vois, à l'école, il y avait une fille, je voulais vraiment la connaître. Elle m'a dit non. Je me suis accroché. Elle m'a dit non encore. Je me suis encore accroché. Et à la fin, elle a dit oui. Et je me suis dit tiens, papa, il avait raison, il faut être tenace. Et je me suis dit t'as pas perdu ton temps. En plus, là où il était en rupture, c'était une éloge de la virilité. La ténacité, c'était une de ses grandes qualités? C'était une de ses immenses qualités, avec l'intelligence, la lucidité. C'est l'affaire de toute une vie. Et sur la ténacité, il était le parrain de mon fils. Et qu'est-ce qu'il a pu lui enseigner là-dessus pendant 20 ans? Donc il avait un certain nombre de qualités. Et en quoi a-t-il été tenace? Tenace, parce que quand on décide, comme dans la fable du chien et du loup, d'être d'abord et avant tout libre, puis de penser librement cette liberté de vie active, c'est extrêmement difficile. Il faut tout jeter dans la balance, savoir être tenace pour atteindre ses objectifs, car il ne s'agit pas d'être libre pour rien, mais pour être fécond dans la pensée, puis dans la littérature. À partir de là, la ténacité, le courage, l'endurance, comme il disait, et la sobriété, vivre en quelque sorte en ascète, sont des qualités absolument indispensable. C'était quelqu'un, quand on partait en voyage, ensemble, un petit sac, il disait, mais moi, je ne trimballe pas mon monde avec moi. Je n'ai besoin que de très peu de choses. Quelques livres, et voilà. C'est ça qui nous rassemble. Les images de vos voyages. Peut-être avant, donc un autre extrait où il était un petit peu moins sobre, d'ailleurs, où justement, il parle d'un pays qui est cher, qui vous est cher et qui est cher à beaucoup. On l'écoute. J'ai écrit un chouette bouquin qui s'appelle « Mémoire de mon mémoire ». Très court. Sur le génocide des Arméniens. Ce que ça te fait quand t'as horreur de ça. Très court, très puissant.
Alors justement, l'Arménie, c'est quelque chose qui revient dans l'œuvre de Chaliand, mais typiquement, aussi louable que soit la cause arménienne et aussi tragique qui a été le sort des Arméniens, souvent on en parle avec des trémolos dans la voix et beaucoup de victimologie dans ce domaine. Donc il y a un petit peu, il y a un côté paradoxal. Ce que lui refusait justement. L'Arménie n'est revenue dans sa vie que très tardivement, parce que toute sa jeunesse, il a refusé cette victimologie. Et quand elle a écrit Mémoire de ma mémoire, qui est en fait la mémoire de son grand-oncle, qui est mort pendant le génocide de manière très héroïque, c'est tardivement qu'il a écrit ce livre. Et c'est un livre qui restera, car c'est extrêmement poignant. Et c'est la volonté, enfin c'est le récit de quelqu'un qui sait qu'ils vont perdre, mais qui ne veut pas perdre n'importe comment. Et ça rappelle, et pour Gérard c'était très important, la quête de la belle mort, à la grecque. Gérard, c'était quelqu'un qui... Un côté à la Raspail. Mais plus que ça, c'était un côté très gréco-latin pour cela, et avec cette idée, par exemple, quand il admirait beaucoup les Nord-Vietnamiens. Ici, on ne se rend pas. Il les admirait davantage pour la capacité qu'ils ont eue à gagner une guerre contre la superpuissance de l'époque que pour leurs idées politiques. Au final, c'est comme dans tout, comme dans l'amitié, ce sont des questions de tempérament, plus que d'idées. Alors si, sur les mêmes tempéraments, se greffent des idées identiques, alors là, franchement, comme il le disait, on peut se contenter des 5 doigts d'une main pour avoir 5 amis. Voilà. Il y a la cause courde que vous partagez, qui vous a rapproché, mais il y a au cœur de Chaliand, on ne peut pas faire cet entretien et cet hommage sans l'évoquer, le concept quand même qui a été au cœur de nombreux de ses ouvrages, ça a été les guérillas. C'était les guérillas, c'est-à-dire les insurrections, c'est-à-dire le faible contre le pauvre. D'une certaine manière, il détestait le romantisme de tout ça. Mais en réalité, en profondeur, il avait toujours de l'admiration pour ceux qui se dressaient contre une oppression quelconque, en sachant que... C'était le petit-neveu de héros arméniens, peut-être. Oui, et puis en fait, exactement. Et en fait, même en sachant que peut-être la cause était, si ce n'est perdue, du moins difficile, on se dressait quand même pour la liberté. Ça, c'était très important chez Gérard, même s'il ne le disait pas vraiment. Dans le fond de son